On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai décidé de tourner au dernier moment, le jour J, parce que j'ai réalisé qu'on était le 8 mars. J'avais pas fait le lien avec le fait que je devais sortir une vidéo aujourd'hui et je me suis dit qu'il fallait saisir cette occasion pour vous faire une vidéo dédiée à des autrices que j'affectionne, des autrices que j'aime particulièrement et qui ne sont pas forcément les autrices les plus connues de la littérature, en France notamment, et dont j'aimerais vous reparler, même si je l'ai déjà fait, que j'aimerais mettre en avant, et voilà. Donc c'est parti, on y va. A l'origine, j'avais décidé de vous faire une vidéo avec 8 autrices, sauf que je me suis très rapidement rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire, que j'avais envie d'être assez exhaustive dans les thématiques qu'elles abordaient, dans leur manière d'écrire, pour vraiment vous donner envie et pas juste faire un panel trop rapide de ces autrices. Je vais donc vous en présenter 4 ici, j'en ai 4 autres déjà prévus, j'ai déjà fait les recherches, les choses, enfin voilà, j'ai déjà préparé mon petit texte, entre guillemets, en tout cas en termes de thématiques, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si cette première vidéo vous plaît, si vous voulez la suite, si ça vous intéresse. Voilà, dites-moi ça en commentaire parce que je serai ravie de vous présenter 4 autres autrices. Mes critères de sélection pour cette vidéo ont été assez simples. J'ai essayé de parler d'autrices assez différentes les unes des autres. J'ai essayé voilà, de proposer des choses assez variées, aussi en termes de thématiques. Ça n'est pas forcément évident puisqu'en ce moment je lis beaucoup plus de littérature de l'imaginaire que de littérature blanche, de littérature contemporaine, etc. Donc forcément, ça reste quand même assez tourné vers l'imaginaire, à part une autrice dans cette vidéo, mais soit. J'ai aussi essayé de sélectionner des autrices dont j'avais lu au minimum 2 ouvrages pour avoir quand même quelque chose à vous présenter et pouvoir comparer et vous faire un avis assez étendu, parce qu'un livre parfois c'est un peu court pour se faire un avis sur la plume et la manière de penser d'une autrice. Mais il y a une exception qui fait partie des 4 autres autrices dont je souhaiterais vous parler. Donc si je tourne la deuxième partie de cette vidéo, ça sera l'occasion de vous en parler. Donc on y va. Je pense que j'ai été bien assez longue sur cette introduction. Première autrice dont j'aimerais vous parler, et vous ne serez pas surprise de ce choix, c'est Octavia Estelle Butler, grande dame de la littérature, états-unienne dans un premier temps, mais depuis quelque temps francophone aussi pour moi, dans la mesure où elle a été heureusement et malheureusement, traduite il y a en fait finalement assez peu de temps, ou alors si ça a été fait avant, moi j'en avais jamais entendu parler. Octavia Estelle Butler, c'est une personne qui malheureusement nous a quittés, qui est décédée au début des années 2000 et qui est donc une femme afro-américaine. C'est une personne qui a vécu dans des conditions difficiles quand elle était enfant, notamment dans la pauvreté, et toutes ces choses qui constituent sa personnalité vont vraiment se ressentir dans ses textes, et c'est quelque chose que j'adore chez elle. Octavia Butler, c'est une autrice de science-fiction et d'afrofuturisme. Je pense que c'est une des pionnières de l'afrofuturisme. Elle aborde des thématiques qui sont hyper intéressantes, mais surtout au-delà de l'intérêt qu'on peut en avoir, qui sont hyper importantes, puisqu'elle va beaucoup parler de hiérarchisation de la société, de rapports de domination entre les classes, mais aussi entre les personnes, entre l'origine des personnes et la couleur de peau des personnes. Elle va proposer des solutions, notamment mettre en avant la diversité pour contrer cet effet de domination. Ces personnages vont traverser très souvent des situations de survie et entrer en résistance par rapport à ce qu'elles vivent. Je dis elles parce qu'en fait c'est beaucoup des femmes, c'est quasiment, je pense, de ce que j'ai lu, toujours des femmes noires qui sont la personnage principal du coup. Et elle va aussi parler de communautés alternatives, souvent de communautés alternatives, mais aussi de mémoire. Et donc je pense qu'avec cette évocation assez rapide des thématiques qu'on peut retrouver chez Octavia Butler, vous avez une idée de ce que ça peut donner. Ce que j'aime chez Octavia Butler, c'est que je trouve qu'elle a quand même capacité à proposer des choses très différentes. C'est-à-dire que si vous lisez un livre, puis l'autre, une saga, puis une autre, vous ne serez pas... Alors, il y aura ces thématiques communes, c'est une certitude, mais tout l'univers va être différent. Et vraiment, elle avait une capacité à se renouveler, à proposer des choses engagées, différentes, que j'admire énormément. À l'heure actuelle, ce que j'ai lu d'Octavia Butler, c'est la parabole du Summer, la parabole des talents, qui était donc une saga prévue, je crois, en 7 tomes
Malheureusement, l'autrice est décédée avant d'avoir pu terminer cette saga, donc on n'a que 2 tomes sur les 7. J'ai lu ces 2 tomes qui forment... voilà, il y a quand même une fin à la fin du 2e tome, donc ne vous arrêtez pas à ça si vous souhaitez les lire, où on va être dans du post-apo dystopique, on pourrait dire, je pense, où la société s'est effondrée, ou alors... C'est pas exactement une remise à zéro comme du post-apo en fait, c'est pour ça que c'est plutôt dystopique. C'est que finalement les riches sont devenus très riches, possèdent toutes les ressources et en fait tout le reste de la population c'est des pauvres à différentes échelles de misère, mais quand même des gens qui vivent dans une misère relative. Et donc on va suivre le personnage de Lorraine qui fait partie d'une petite communauté qui vit mieux que beaucoup d'autres gens, qui s'en sort plutôt bien jusqu'au jour où cette communauté est attaquée et où Lorraine doit partir. Je pense que cette duologie du coup par défaut, cette saga est vraiment la plus violente de tous les livres que j'ai pu lire d'Octavia Butler. Je vous préviens, il y a énormément de trigger warning. Je pense que ces 2 livres contiennent à peu près tous les trigger warnings que vous pouvez imaginer à tous les niveaux. Je vais même pas rentrer dans les détails parce que vraiment, je pense que j'irai plus vite à dire les trigger warnings qu'il ne contient pas et je ne vois pas lesquels. Voilà. Ceci étant dit, c'est quand même une saga que j'ai aimée parce que Octavia Butler dans ce premier volume fait un espèce de constat sur la société, de constat sur où pourraient mener les dérives capitalistes notamment, et justement ce dont je parlais tout à l'heure, les dérives de rapports de hiérarchisation, de domination. Et elle part de ce constat qui est donc très violent, de cette communauté qui s'est créée, mais sur en fait le fonctionnement classique de la société états-unienne, pour aller vers une sorte de communauté alternative, une sorte d'idéal. Et on sent bien à la fin du 2e tome que ça partait dans de la SF pure et dure, donc on allait aller vers l'espace très sûrement, et c'est très frustrant de ne pas savoir où voulait aller l'autrice, parce que vraiment on sent une évolution déjà au fil de ce tome 1 et de ce tome 2 qui est absolument géniale, incroyable, intelligente. Bref, j'ai adoré, j'en ai beaucoup parlé par le passé, donc j'essaie de vous remettre en barre d'infos les vidéos où j'en parle, parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Octavia Butler fait partie de celles dont j'ai lu le plus de livres, donc forcément c'est plus long. Autre saga que je suis en train de terminer, c'est la saga Xenogenesis, qui est une saga de SF où on part du postulat que les changements climatiques, l'humanité était en péril, était en voie d'extinction, des aliens, des extraterrestres sont venus chercher les restes les gens encore vivants de l'humanité, les ont mis en stase pendant je crois 1 ou 2 milliers d'années, de manière à réhabiliter la Terre et à garder les humains vivants afin de les remettre sur Terre, monnayant un échange dont je vous laisserai découvrir les enjeux. C'est une saga, encore une fois, qui a une très grosse évolution entre les tomes, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Octavia Butler. Le tome 1, on part vraiment du moment où l'humanité commence à se réveiller, avec tout ce que ça va impliquer en termes de compromission, en termes de questions sur le colonialisme, sur justement le rapport de domination, le rapport de relation à autrui. C'était passionnant, c'était génial. Le 2e volume va avancer dans le temps et on va être un peu plus loin et un peu plus avancé finalement aussi dans l'intrigue, et le 3e je dois le lire, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vraiment génial, c'est extrêmement déstabilisant parce que c'est très différent de ce à quoi on peut avoir l'habitude, mais qu'est-ce que c'est intelligent, c'est riche, c'est dense, c'est bien pensé, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment aussi cette saga. 3e livre que j'ai lu d'Octavia Butler, c'était Liens de sang, qui cette fois-ci est un one-shot et qui est une bonne porte d'entrée, je pense, pour découvrir la plume de l'autrice. On est donc avec un personnage féminin dont je ne me rappelle plus le prénom parce que je commence à les confondre à force. Donc ce personnage féminin est une femme noire qui vit en couple avec un homme blanc qui, ils sont ensemble, ils sont installés ensemble, ils viennent de s'installer ensemble jusqu'au jour où cette jeune femme va disparaître. Il y a un élément fantastique qui intervient. Elle va disparaître et se réveiller au bord d'une rivière avec un petit garçon en train de se noyer. Elle va le sauver et au moment où elle sauve la vie de ce garçon, elle retourne chez elle. Et à partir de là commence une angoisse de repartir à nouveau. Pourquoi, comment, chercher à comprendre pourquoi à cet endroit-là, à cette époque-là, puisqu'elle se rend très rapidement compte qu'elle revient dans le passé au temps de l'esclavagisme où elle est en fait une proie, clairement une proie, donc en danger constant quand elle y retourne, où elle n'a plus aucun droit, plus aucune voix, plus aucun droit à la parole, voilà.
Donc je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir, mais pareil, on aborde les thématiques que j'ai pu citer précédemment, c'était génial, j'ai adoré. Je tiens à signaler qu'Octavia Butler a une plume assez distante, assez froide. Elle écrit des personnages qui ont une espèce de... qui sont des femmes noires, et qui ont cette expérience de vie, du racisme entre autres, mais aussi forcément de ce que peuvent vivre les femmes, qui, à mon sens, font que ces femmes mettent une distance entre elles et les autres, mettent une distance entre elles et ce qu'elles vivent. Donc voilà, c'est particulier, c'est assez froid, c'est assez incisif comme plume, mais moi j'accroche énormément et je vous recommande de la découvrir. Deuxième autrice dont je vais vous parler, et je vais essayer de ne pas être aussi longue pour chacune d'entre elles, sinon il va falloir faire 3 vidéos pour que ça soit un format raisonnable. C'est Tiffany McDaniel. J'en ai lu un très récemment puisque j'ai lu très récemment Betty. Avant ça, j'avais lu L'été où tout a fondu. L'été où tout a fondu a été publié avant Betty, mais je me demande si Betty n'a pas été écrit avant, mais elle a mis plus de temps à trouver quelqu'un pour la publier. Il y a un micmac comme ça autour de ça. Bref, Tiffany McDaniel est la fille d'une femme qui était donc métissée états-unienne blanche et Cherokee. C'est d'ailleurs le sujet du livre de Betty qui est grandement inspiré de l'expérience de vie de sa mère. Pas totalement j'imagine bien, mais voilà, elle s'en est quand même inspirée et elle le dit d'ailleurs d'entrée de jeu dans son bouquin. Tiffany McDaniel est une autrice, une poétesse et une novelliste autodidacte. Là, quelque chose d'incroyable dans ses écrits, dans son écriture qui fonctionne tellement bien que je suis admirative. Il y a quelque chose de, comme je vous disais la dernière fois, un espèce de talent inné chez elle, sûrement encore une fois beaucoup de travail aussi bien évidemment, mais une sensibilité particulière qui fait que ses écrits sont incroyablement beaux dans toute l'horreur et dans toute la laideur de l'humain et du racisme et de l'homophobie et du patriarcat, mais c'est incroyable comment elle arrive à mener ça. Tiffany McDaniel aborde des thématiques très importantes dans ses ouvrages qui concernent les violences racistes, les violences sexistes et tout type de violences, les violences aussi homophobes. C'est une thématique qu'on retrouve dans ces 2 ouvrages. Donc elle parle vraiment de minorités. En fait, Tiffany McDaniel parle de ce que vivent les minorités et elle le fait de manière extrêmement crue. Elle le fait de manière très délibérément, je pense, très engagée, c'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de suggérer ces violences, elle en parle, elle les dit, elle les décrit, elle les décrypte et elle porte la voix de ces minorités et elle oblige, je pense, le ou la lectrice à ouvrir les yeux sur la réalité de ce que vivent ces gens. Ça peut déplaire parce que c'est dur, parce que certaines personnes n'aiment pas quand on est dans le trop direct et préfèrent le côté suggéré, mais je trouve que c'est un parti pris qui est extrêmement intelligent et intéressant parce que c'est aussi, encore une fois, une façon de forcer les gens à ouvrir les yeux, les gens qui ne sont pas concernés. Ça oblige à ouvrir les yeux sur la réalité de ce que vivent tellement de gens dans le monde. Je vous le dis, Tiffany McDaniel a quand même le talent exceptionnel de parler de toutes ces laideurs, d'une façon qui est incroyablement belle. Dans L'été où tout a fondu, on est du point de vue d'un très jeune garçon qui a, je crois, 11 ans, qui va au début être un enfant lambda, et en fait, au fur et à mesure du récit, d'une part, on va mêler le point de vue de cet enfant sur les choses, et en même temps, le point de vue de son lui vieillard, sur ce qui s'est passé, avec évidemment au début une très grosse dichotomie entre cet enfant très naïf, très insouciant, qui est un enfant en fait très heureux, qui grandit dans une famille qui est très positive, etc. Et le regard de ce lui vieillard qui est extrêmement désabusé, qui est desséché de toute émotion, de tout sentiment à cause de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a vraiment une narration qui est incroyable pour moi, qui est très bien menée, parce qu'on voit le jeune Fielding au fur et à mesure perdre son insouciance et grandir malgré lui à cause de ce qui se passe, et on voit ce vieillard, en fait cet enfant et ce vieillard petit à petit ne faire plus qu'un, et c'était incroyable, c'était tellement bien écrit, tellement bien mené, vraiment une plume exceptionnelle. Concernant Betty, on suit Betty, comme je vous l'ai, je pense, rapidement évoqué précédemment, qui est une petite fille au début qui a 6 ans, je crois, et qui est donc enfant d'une femme blanche et d'un homme Cherokee.
donc qui est une enfant métisse et qui porte physiquement son héritage de native américaine. En fait, elle a les cheveux très noirs, la peau assez sombre, et qui donc porte aussi le poids de cette culture qu'elle ne connaît pas si bien, que son père essaie de lui inculquer, et en même temps, du coup, la violence des autres. Et c'est un roman qui est extrêmement dur parce qu'il aborde beaucoup de types de violences différentes, des violences sexistes, des violences sexuelles, des violences homophobes, des violences racistes, des violences ordinaires, des violences exceptionnelles, entre guillemets, j'ai envie de dire, en tout cas, dans le sens où beaucoup moins du quotidien. Enfin, je sais pas si c'est très juste de dire ça comme ça, mais bref, c'est un roman qui est très dur, mais qui était magnifique par la plume, encore une fois, par l'importance de la nature et par la volonté de communiquer cette culture cherokee qui a tendance à disparaître et à s'effacer face aux colons blancs qui s'imposent et qui imposent leur culture, qui imposent leur religion, qui imposent leur point de vue. C'était génial, j'ai adoré, je vous recommande, mais encore une fois, c'est quelque chose de très dur à lire, c'est très très dur, mais c'est hyper important. Troisième autrice dont j'aimerais vous parler ici, c'est Nnedi Okorafor. Nnedi Okorafor, c'est une autrice qui est née dans l'Ohio, je crois, mais qui a des origines nigérianes de par ses deux parents, si je ne dis pas de bêtises, et qui est une autrice de SF principalement, je pense. Je pense qu'elle fait un petit peu de fantasy aussi, mais principalement de SF quand même, qui écrit à la fois pour des publics pré-ados comme pour les adultes. Elle a quand même très très grand public, très très large public, chose que je trouve géniale. Et c'est une autrice qui va beaucoup interroger les questions de genre d'une part, mais aussi les questions de race d'autre part. Elle va aussi avoir comme thème très très récurrent et très intéressant, parce que je le vois assez peu, la coexistence dans l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, puisqu'elle va pas mal parler d'Afrique de l'Ouest et du Nigeria nécessairement, mais un peu du Ghana aussi, entre la technologie et l'importance de la culture et des traditions. Et c'est quelque chose que j'ai assez peu vu. C'est aussi une autrice d'afrofuturisme, mais on retrouve des thématiques qui avaient un peu chez Octavia Butler, mais là, vraiment très exacerbées, et c'était hyper intéressant. J'ai lu beaucoup de livres de Nnedi Okorafor, enfin beaucoup, je pense que j'en ai lu beaucoup, pas tout, mais beaucoup, puisque j'ai lu Sankofa, qui est plutôt pré-ado, j'ai lu Qui a peur de la mort et son préquel, le livre de Phoenix, qui est de la littérature adulte, et j'ai lu récemment le tome 1 de Binti, qui est de la littérature adolescente. Des livres très différents les uns des autres et en même temps très similaires par ces thématiques dont j'ai parlé. Ce que j'aime beaucoup dans la plume de Nnedi Okorafor, c'est qu'elle ose vraiment imposer cette culture qui fait partie de sa vie, en fait, cette culture nigériane qui est extrêmement effacée, notamment aux États-Unis, mais en France aussi de manière générale. Hein, les cultures d'origine africaine sont assez peu mises en avant. Et Nnedi Okorafor parle de cette culture, met en avant ces cultures, pas toujours la même, pas forcément que du Nigeria, mais également des traditions. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve qu'elle mène ça très bien, elle pose beaucoup de questions très importantes, et dans les thématiques récurrentes que l'on peut trouver, il y a vraiment cette question du colonialisme des Blancs en Afrique de manière générale, et de cette façon que les Blancs ont eu d'imposer un mode de vie, des critères physiques, etc., aux personnes noires. C'est des thématiques très importantes pour l'autrice, qu'elle traite vraiment très bien. Je ne suis pas du tout une experte ni très concernée, donc j'ai peur de mal en parler, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Sankofa, ça serait plutôt une sorte de science fantasy, je dirais, qui était très chouette, où on suit une jeune fille orpheline qui est considérée comme la fille de la mort pour une raison X et Y, et elle se balade de village en village, et en fait son rôle est d'aider les gens en fin de vie à mourir. Donc elle est à la fois très crainte, très redoutée par les gens, et en même temps il la rejette. Et donc c'est une jeune fille, elle est très très jeune, et elle va faire son rôle, et plein de choses vont se passer à partir de ça. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très intéressante, qui est courte, qui est accessible, qui contient assez peu de manière générale de trigger warning, bien que quelques-uns tout de même. Ensuite, j'ai lu le livre de Phoenix et Qui a peur de la mort en littérature adulte, qui pour le coup est beaucoup plus violent, avec beaucoup plus de trigger warning, notamment Qui a peur de la mort, puisque on va parler de conflits entre deux peuples du continent africain, de crimes de guerre, de choses très très dures, mais c'était vraiment passionnant parce que ça mêlait à la fois l'aspect technologique qui
est une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre, mais qui est dans le passé pour les personnages, donc on comprend qu'on est dans le futur, d'où l'afrofuturisme. Et en même temps, ça traite de choses que l'on connaît et qui existent à l'heure actuelle. Je n'ai pas besoin de citer un quelconque exemple pour que vous voyez à quoi je pense à l'heure actuelle, mais aussi de cette domination, de ce rapport de domination entre les peuples. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, parce que pour une fois, on excluait totalement les blancs de l'équation et on parlait de choses qui se passaient au sein de peuples voisins. Et c'était très intéressant, c'était très différent de ce à quoi j'ai l'habitude et j'ai adoré. Le préquel revient en fait dans le passé, ou se passe dans le passé du moins, et va expliquer un petit peu les origines de Qui a peur de la mort de manière un peu détournée. C'est pas hyper évident, mais c'est intéressant. Ça permet de comprendre des choses qui se passent dans Qui a peur de la mort. Et donc on suit une jeune femme qui a été créée de toutes pièces à partir d'une femme noire d'origine africaine, mais je ne sais plus très bien exactement les tenants aboutissants. Toujours est-il qu'on fabrique des personnes issues d'Africains principalement pour créer des espèces d'armes de guerre. On les étudie, enfin voilà, comme des cobayes en fait. Et Phoenix va réussir à se libérer, à s'échapper et va partir pour comprendre ses origines, son histoire aussi, l'histoire de ses ancêtres. Donc il y a cette question de la mémoire, mais aussi cette question des agissements des Blancs vis-à-vis de l'Afrique. Et évidemment, ça questionne, sous couvert de SF, ça questionne beaucoup de choses par rapport à ce qui a pu se passer, comme je le disais aussi précédemment, par rapport à la colonisation, à l'esclavagisme, aux droits que les Blancs ont pu prendre et prennent encore sur les Noirs, etc. Enfin, c'est génial, c'est très très intéressant. Et Binti, j'ai lu le premier tome de la duologie, ça parle d'une jeune fille qui fait partie du peuple Imba et qui va partir pour l'université Umza, qui est dans l'espace, sur une autre planète, où il y a plein d'espèces différentes qui se rencontrent, qui y vivent, et donc on va suivre le personnage de Binti, qui est un personnage qui va être pris en fait entre sa culture et la tradition très très forte qui existe dans son peuple, et son envie de s'émanciper. C'était vraiment très intéressant, ça traitait aussi de santé mentale, enfin c'était génial. Bref, j'adore la plume de Nnedi Okorafor, je la trouve assez accessible, je la trouve intéressante, intelligente, et je trouve qu'elle nous permet, via ses écrits, d'apprendre des choses sur des cultures qui sont bien trop peu représentées dans notre littérature occidentale. Quatrième autrice dont j'aimerais vous parler ici, c'est Anne Fakhouri. Anne Fakhouri qui est une autrice française, qui était une autrice française parce que malheureusement elle est très récemment décédée, l'année dernière il me semble. Anne Fakhouri, ça a été une très grande découverte pour moi l'année dernière parce que j'ai commencé la lecture d'Anne Fakhouri avec Le Clairvoyage et j'ai lu assez récemment 3 battements, un silence. Ce que j'aime chez Anne Fakhouri, c'est sa plume. Elle a une plume très spéciale qui peut déplaire, et je l'entends, extrêmement incisive, extrêmement prosaïque par moments et en même temps hyper poétique, hyper belle, hyper travaillée. Elle aborde des thématiques aussi très importantes, notamment autour du féminisme, du rapport aux femmes, du rapport à la nature, des choses qu'on retrouve beaucoup dans les écrits que j'ai pu découvrir d'elle, que j'ai beaucoup aimé. Elle va aussi parler dans Narcogénèse, que j'ai lu plus récemment, de maternité par exemple, de droit à l'IVG, de droit à disposer de son corps, de matriarchie quelque part, et de lignée, en tout cas de lignée de femmes. Elle aborde beaucoup de thématiques autour des femmes et du féminisme, et elle le fait très bien parce qu'elle arrive à montrer les différentes visions qui existent des femmes dans des sociétés patriarcale, sexiste, misogyne, et elle le fait avec une certaine brutalité et en même temps elle arrive à dénoncer par ce biais plein de choses et c'est quelque chose que j'aime énormément. Il y a la part belle à l'écologie, à l'importance de la nature, au conte, à la poésie, aux faits, bref, c'est vraiment une autrice qui a été pour moi une grande découverte. J'ai totalement adhéré à sa plume, à son style, j'ai adoré sa manière d'écrire, sa manière d'être en fait assez brutale dans ses propos, autant par le fond que par la forme, et à la fois, un petit peu comme le fait Tiffany McDaniel quelque part, mais dans un autre style malgré tout, d'être assez poétique, d'être assez éthéré, d'être un peu... Il y a ce côté un peu perché, un peu insaisissable en fait. Il y a quelque chose d'insaisissable dans la plume d'Anne Fakhouri, dans les histoires qu'elle raconte, je trouve. Il y a vraiment ce pur ressenti qu'on a ou qu'on n'a pas en tant que lectrice, qui fait qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, mais moi j'adhère totalement, je me laisse totalement embarquer par sa plume. 3 battements, un silence m'a fait pleurer à la fin, c'est pas si souvent, je dis pas que je pleure jamais, mais c'est pas si souvent, et là vraiment j'ai été émue, profondément émue, c'est mon livre préféré d'elle d'ailleurs, j'ai été profondément émue, j'ai été tellement touchée par la beauté de ce livre
que je ne peux que vous le recommander, même si c'est assez dur, sincèrement, puisque on va suivre un personnage masculin qui est un changelin, qui est un héritier de la fée Mélusine, un descendant de la fée Mélusine, qui grandit dans une famille où il n'y a que des hommes. Les hommes n'engendrent que des hommes, et donc on est vraiment dans cette espèce de micro-société misogyne qui en veulent à leur ancêtre Mélusine, et donc par extension à toutes les femmes qu'ils considèrent être des sorcières, des fées. Et vraiment, on suit ce personnage qui a la chance d'avoir un oncle qui est un petit peu plus au courant, qui est un petit peu moins... Enfin, qui est une meilleure personne, en fait, et qui essaie de s'en cacher pour ne pas être prise à partie par les autres membres de cette famille, mais qui essaie d'inculquer ça au personnage principal. Et il y a vraiment tout un développement magnifique autour de ça, autour des fées, autour du rapport aux femmes, autour de la féminité, autour de la paternité aussi, des rapports familiaux. Enfin, c'était génial. Narcogenes est un thriller fantastique, une enquête avec un côté fantastique que j'ai beaucoup aimé aussi, qui va aborder plutôt les lignées matriarcales, cette fois à l'inverse du roman précédent, et le pouvoir qui se passe de femme en femme, et la maternité, que ce soit des maternités souhaitées, voulues et positives, comme des maternités subies et difficiles et douloureuses. C'était hyper bien écrit, c'était hyper intelligent, j'ai adoré l'enquête. J'ai plus aimé le côté fantastique parce que ça me parlait plus, mais le côté enquête et le côté plus réaliste apportaient quelque chose malgré tout d'assez addictif à cet ensemble et avait un côté un peu structurant qui était vraiment bien pensé. Quant au clairvoyage, c'est une duologie, c'est plutôt un jeunesse, je dirais, où on va être encore une fois dans ce monde de fées. On va suivre un personnage principal assez jeune qui perd ses parents, qu'il avait prédit, qu'il avait senti venir, mais qui perd ses parents malheureusement, qui se retrouve à devoir aller vivre chez son oncle qu'elle ne connaît pas du tout, et chez sa tante qui est une femme très mystérieuse, qui semble être plus ou moins liée avec les fées. Et ça n'a pas l'air quelque chose de très positif, et en même temps, on découvre peu à peu cet univers de fées assez dur, assez cruel, assez froid. C'était passionnant, j'ai adoré. Bref, vraiment très chouette découverte, très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ces ouvrages que j'ai découverts de l'autrice. Je trouve que c'est une autrice qu'il faut mettre plus en avant. Je pense j'ai pas l'impression qu'elle soit si connue, alors qu'elle a écrit aussi beaucoup de romans ados. Elle a vraiment, encore une fois, comme précédemment quand je parlais de Neddy Okorafor, elle a un très large public. Elle écrit de la jeunesse, elle écrit du young adult, elle écrit de l'adulte dans des genres différents, dans du fantastique, plus fantasy, plus thriller, enfin voilà, il y a quelque chose de très large dans ses écrits qui peut être intéressant à découvrir. Je pense qu'on peut y trouver son compte en fait. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà, c'est tout pour les 4 premières autrices dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ces plumes, si vous avez déjà eu l'occasion de lire ces autrices. Si oui, lesquels livres vous avez lus, est-ce que vous les avez aimés, qu'est-ce qui vous a plu dans leurs plumes, qu'est-ce qui vous a plu dans les thématiques qu'elles abordaient. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à vous donner envie, à vous motiver, quelle autrice vous aimeriez découvrir, et voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça, n'hésitez pas à me donner des noms d'autrices qui sont voilà, assez engagées sur les thématiques. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, que j'aime bien découvrir aussi des autrices qui ne sont pas occidentales, ou en tout cas qui ont des origines autres qu'occidentales. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la deuxième partie de cette vidéo, puisque j'ai encore 4 autrices à vous présenter. Mais comme vous pouvez le constater, c'est assez long puisque je rentre un peu dans les détails. Mais si ça vous tente, je vous ferai une deuxième partie avec grand plaisir, puisque j'ai déjà préparé tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!